ce qu'on a fait la dernière fois. On est parti d'une séquence bactérienne. C'est bon, vous m'entendez tous bien? Ouais, pas de souci. Bon, que je me lance pas si personne m'entend. Ouais, c'est bon, ok. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, on est parti d'une grande séquence. Si je me souviens bien, je crois qu'elle faisait 6930 paires de bases, si je me souviens bien. Et puis, on a essayé de regarder si éventuellement notre séquence était transcrite ou traduite. Et on a également recherché, une fois qu'on avait trouvé, donc on avait utilisé le logiciel ORF Finder, qui nous avait trouvé 3 ORF. Je ne vous ai pas mis les noms des ORF ici. La première, il l'avait appelée ORF 2, puis après c'était ORF 19, ORF 20 et enfin ORF 17. C'était peut-être à peu près à la bonne taille. Je ne sais pas, je n'ai pas revérifié les longueurs. Donc, une fois qu'on avait eu cette espèce de prédiction, qui est vraiment quelque chose de basique, c'est juste un programme informatique. Il recherche un ATG. Quand il en trouve un, il regarde de 3 en 3, hop, 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 jusqu'à ce qu'il trouve un stop. Et il vous dit, ben voilà, le premier label, il est là. D'accord. Et puis, après, il continue. Hop, il retombe sur un nouvel ATG. Il continue à lire de 3 en 3. Hop. Et il arrive ici à un stop et il dit, ah ben voilà, en vert, vous avez une nouvelle région codante. Et ainsi de suite. Et ce qu'on avait vu, c'est que pour le petit dernier, pour ORF 17, on avait un peu vérifié en utilisant un autre logiciel qui s'appelle GenMark, qui lui fait vraiment de la prédiction, c'est-à-dire il part de modèles existants et il construit, il vous propose une annotation en fonction de ce qu'il connaît déjà, des paramètres qu'il utilise dans son logiciel. Et donc lui, il nous avait proposé un autre début plus que ORF, plutôt que 5939 qui était celui proposé par ORF Finder. Lui, il nous a proposé quelque chose qui était un autre ATG, dans le même cadre de lecture, on est bien d'accord. Dans le même cadre de lecture. Du coup, je n'ai pas mis le stop. On va le remettre. Le stop, c'est 6601. OK. Donc, on avait retenu celui-là, parce que bon, c'est quand même plus de la prédiction. Et puis en plus, entre 5924 et 5939, il n'y avait pas beaucoup d'espace lorsqu'on a essayé de rechercher aussi les sites de type RBS. Alors, une fois qu'on a vérifié nos prédictions sur les régions codantes, on a essayé de rechercher les signaux qui permettraient de prouver que effectivement votre région codante est bien transcrite puis après traduite. Parce que vous pouvez vous dire que ça peut être totalement par hasard que vous avez un ATG et un codon stop dans le même cadre de lecture. Ce n'est pas parce que vous trouvez cette région qu'elle est forcément transcrite puis après traduite. Donc on a recherché dans un premier temps les régions promotrices, donc la boîte 35 et la boîte -10, qui, je vous rappelle, sont -10 par rapport au +1 de la transcription et pas par rapport à l'ATG. On les avait cherchées donc en amont de notre ATG et avec une distance entre les deux de à peu près 25 paires de bases. Ouais. On en a trouvé, et je les ai symbolisées par ce petit bloc bleu là. On en a trouvé devant l'ORF2. On en a trouvé également devant le CDS qui correspond au label ORF 19. Et par contre, on n'a rien trouvé pour les deux autres qui étaient ORF 20 et ORF 17. Ouais. On a ensuite cherché les sites de fixation des ribosomes. Et là, on en a trouvé pour les différentes régions codantes. Et effectivement, lorsqu'il y a également des régions promotrices, on a bien trouvé effectivement les sites RBS entre l'ATG et la boîte .10. D'accord. Mais on en a trouvé également devant l'ORF 20 et également devant l'ORF 17.
C'est bon? Ça résume à peu près tout ce que vous aviez retenu comme information? Je ne vous ai pas remis sur mon petit schéma que j'ai fait vite fait ce matin, parce que j'avais mon tableau, mais je n'avais pas fait de schéma. Et en reprenant le TD qu'avait préparé Hélène, c'était noté qu'effectivement, on vous demandait de faire un schéma. Moi, je l'avais sur un bout de papier, mais bon, j'ai essayé de vite fait de vous le faire ce matin pour que on en ait une trace pour pouvoir discuter. OK. Et est-ce que c'est bon pour tout le monde sur cette partie-là? Alors, vous pouviez commencer à faire la notation. Du coup, je suis en train de me dire que est-ce que j'ai alors j'ai les deux j'ai fait la notation moi sur les deux. Donc sur la fameuse séquence que je vous avais mis qui était 10 par 10 pour que éventuellement ça soit plus facile à vous repérer, qui n'est pas tout à fait au format GenBank, puisque j'avais oublié que sur le format GenBank on met les chiffres devant. Moi, je les ai mis à la fin de la ligne. Ça ne change pas grand-chose. Et sinon, vous avez... je dois avoir la séquence à noter aussi quelque part. Je ne suis pas sûre que ça soit là-dessus. Non, ce n'est pas là-dessus. J'ai l'autre. Bon. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai un RBS pour ORNF 19 en 1534. Ah bon? Vous aviez... pour lequel? Alors, ORF 19, c'est le... Pour ORF 19. ORF 19, c'est celle du milieu? Ouais, ici. Ah, c'est moi. Ah, pardon, oui. Qu'est-ce que j'ai fait, oui. C'est moi qui me suis trompée en remettant... Oui, désolé, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est moi qui ai... Oui, d'accord, je comprends. Ouais, c'est moi qui ai mal recopié. Merci de me le dire. C'est moi qui ai mal recopié mes chiffres. 268, 294, 314, 331. OK, je vérifie. Merci, parce que du coup, 1495, 1534, 1545. Je suis allée un peu vite. 4659, 4671, 5924. OK. C'est bon? Merci, c'est gentil. Ouais. Je n'ai pas fait gaffe quand j'ai recopié mes valeurs à partir de ma feuille. C'est gentil de me le dire. OK, alors on est bien d'accord, merci. Oui, c'est moi qui ai fait un mauvais copier-coller dans mes valeurs. Alors, du coup, on parlait de l'annotation. Donc, je vous ai montré celui-là. Alors là, il y a la même erreur. On est bien d'accord. Donc, moi, j'ai commencé la notation sur cette séquence-là. C'est la même que celle que vous a donnée Hélène. Je l'ai mise également, mais du coup, elle est dans le TD1, enfin, dans la partie 1 du TD annotation. Le fichier qui est comme ça, je trouvais que c'était plus simple pour annoter, mais si vous l'avez mis sur l'autre, je dois avoir aussi la correction. Voilà, ça doit être celui-là. Sur la séquence annotée, donc ça c'était notre façon d'annoter. Ça change pas grand-chose. La mienne est juste séparée de 10 en 10 pour que ça soit un petit peu plus facile. Mais bon, de toute façon, vous aurez le temps de la noter. Moi, j'ai juste remis les choses comme ça.
Alors, maintenant, ce qu'il en est de l'énoncé du TD. Alors, voilà. Donc, on avait commencé à noter, on vous a demandé de faire un schéma, j'en ai fait un pour que on se mette tous d'accord et merci d'avoir vérifié ce que j'avais noté. Maintenant, on va essayer de comprendre pendant ce TP-là, dans cette partie-là, d'essayer de trouver à quoi correspondent nos CDS. Maintenant qu'on sait qu'effectivement, on a ce schéma qu'on a là, hein, on va essayer de voir à quoi ça correspond. Alors, Hélène, dans son TD, vous dit qu'effectivement, la séquence que l'on a est une séquence d'Escherichia coli. Et elle vous propose d'aller regarder la fiche GenBank et on va s'intéresser uniquement à cette région-là. Alors, on va voir si ça marche en histoire. Alors, ça serait bien que je retrouve mon petit cadre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le vois plus. Si, ça devrait être bon. J'espère que vous voyez. Donc, alors, ça, c'est la séquence dont provient la portion de séquence que l'on a. Donc, c'est une souche d'Escherichia coli, donc d'une bactérie. Et on vous dit que c'est le génome complet. Donc, c'est un ADN qui est circulaire et il fait 5 585 611 paires de bases. Donc, elle vous dit également, du coup, parce que si on regarde la séquence, 5 millions de paires de bases, ça va faire beaucoup à essayer d'éplucher. Donc, elle vous propose de changer la région ici et de vous mettre le début et la fin. Il faut juste que je repère les valeurs qu'elle vous a données. Donc, ça, c'est pour ça que je vous avais dit, si vous avez le temps de faire le TD Bank, c'était vers la fin du TD Bank où on vous fait changer les régions. Mais bon, on peut le refaire ensemble, c'est pas bien compliqué. Donc, sur le côté de la séquence, sur la fiche GenBank, ici, vous avez la possibilité de changer la région que vous pouvez visualiser. Et donc, elle vous propose les bornes, si on ne va pas regarder, les 5 millions et demi de paires de bases. Donc, elle vous propose que ça se trouve dans la région de 544 500 à 551 500. OK, Update View pour changer la présentation. Ce qu'elle vous propose après, c'est éventuellement de regarder tout, de zoomer sur une région. C'est plus simple de faire ça. Elle a laissé comme ça, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même beaucoup plus simple de changer la région que vous visualisez, plutôt que de vous amuser à ouvrir les 5 millions et quelques de paires de bases et après de centrer sur la région qui vous intéresse. Donc, ça, c'est la fiche GenBank, au format classique que l'on connaît, avec toutes les informations éventuellement qui existent, avec bien sûr des annotations. Ils vous disent qu'il a un CDS qui correspond à cette région-là. Là, il vous dit que vous avez différents gènes, d'accord. Et puis, on peut bien sûr récupérer le format FASTA, ça va de soi, mais on a également la vue graphique, qui est le côté visuel de la fiche, qui va résumer en fait toutes les informations des caractéristiques que vous avez là. Donc en gros, alors bien sûr, vous n'aurez pas les séquences en acides aminés, encore que éventuellement, je crois que si on clique dessus, on doit pouvoir les avoir. Donc, le côté graphique, on va essayer de l'agrandir au maximum.
OK. Donc, ça, c'est un petit résumé des combien, je sais pas combien ça fait au total. Je vais même pas regarder combien ça faisait de paires de bases qu'elle nous fait. Donc 500 moins 544 500. Ouais, 7000 paires de bases. Donc on est un petit peu plus large hein, que la région qu'on a. Si je me souviens bien, la nôtre faisait 6930 paires de bases, si je me crois me souvenir. Donc là, on a une région de 7000 paires de bases qui correspond donc à peu près la région que l'on est en train d'analyser. Et donc, ça, c'est un espèce de résumé hein, des informations de la fiche GenBank pour cette région-là. Hein. Donc, on est bien là, vous voyez bien, de 544 500 à 551 000 et quelques, 500 jusque-là. Donc là, après, sont présentés les gènes et effectivement, si vous mettez la souris dessus, il vous dit ce que c'est. Donc là, il vous dit que effectivement, alors c'est plus rapide hein, que d'analyser les 7000 paires de bases de la fiche GenBank, hein, c'est un côté visuel. Donc il vous dit à quoi ça correspond, il vous dit que ça fait 1092 nucléotides, il vous dit que c'est codé dans une protéine qui fait 363 acides aminés, et puis, et il vous dit le nom du gène, hein, le nom du gène c'est l'Aq1, ok, donc, ok, on passe au suivant, donc là on est sur le gène LACZ, qui fait 3075 nucléotides, 1024 acides aminés, etc., etc. Donc, vous avez les informations qui correspondent. Donc, maintenant, essayez, vous, de repérer, alors pas la position, hein, on ne pourra pas déterminer la position, mais par contre, de repérer ce qu'on avait noté. Alors, je suis désolée, parce que je ne les ai pas mis dans mon tableau. C'est vrai que j'aurais pu mettre ça dans mon tableau. Je n'ai pas pensé à vous mettre la longueur en acides aminés. Donc, pendant que vous recherchez si vous pouvez avoir une correspondance entre votre annotation à vous, de votre région, et cette fameuse région qui correspondrait à la nôtre, vous comparez ces annotations-là avec nos 4 CDS. Moi, je vais compléter mon petit tableau en espérant ne pas me tromper, encore une fois, pour vous rajouter. On va rajouter là-dessus. Je vais vous rajouter dessus les nombres de... la longueur en paire de bases et... Ok, alors on va mettre... Alors, je devrais retrouver ça quelque part. Donc, faites la recherche. Alors, le premier, ORF2, 1092.
OK. Alors, celui-là, déjà schématiquement, hein, il y a quand même entre le petit schéma là, je ne sais pas comment je peux vous le réduire, entre mon schéma et celui qui est là, hein, on voit bien que c'est à peu près un même ordre d'idées. On va regarder plus clairement le premier. Le premier, il vous dit qu'effectivement, il fait 1092 nucléotides, 363 acides aminés. Ça correspond bien à la même taille que notre ORF2. Les positions, on ne peut pas vraiment voir les positions, hein, puisque nous, on a la position à partir du premier nucléotide. Hein, on a une séquence de 1 à 6930 paires de bases. Nous, nos positions, on ne peut pas vraiment les comparer. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est effectivement la longueur de notre CDS et le nombre d'acides aminés correspondants. D'accord? Donc, le premier pourrait correspondre à un gène qui s'appelle LAC1. Le deuxième, qui est noté LAC-Z, qui hydrolyse le lactosaccharide en galactose et en glucose. Il fait 3075 nucléotides, 1024 acides aminés. Du coup, ça correspond à notre ORF 19 qui venait ensuite. On est d'accord? Le suivant, c'est l'AQY, donc il vous dit que c'est la lactose perméase. Longueur 1254 nucléotides, 417 acides aminés, ce qui correspond à notre ORF20, toujours dans le même ordre, même ordre, hein, des CDS. Et là, vous avez LAC-A qui fait 612 nucléotides. Ah oui, par contre, je suis désolée, j'ai repris les valeurs dans mon tableau. J'ai repris la longueur, il aurait fallu que je reprenne la longueur de GenMark. Par contre, puisque là, effectivement, la longueur n'est pas la bonne pour celui-là. Hein, vous êtes d'accord, puisqu'on a changé les 5981 qu'on avait pris. Il faut quand même que je reprenne les valeurs de GenMark. Alors, GenMark, c'était 621. Je suis désolée, je suis partie sur ma lancée sur Ref Finder. Donc 621, 621 divisé par 3, 207 moins 1, 206 acides aminés. OK. Alors, on va comparer quand même au petit dernier. Donc 621, LAC-A. Ah non, il nous fait 612 nucléotides. Ah, non, c'est moi qui me suis trompée. 612, 203 acides aminés. Et là, on avait 621. Ah oui, mais peut-être que... Non, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence. Il y a une légère différence pour le dernier. Ouais, il y a une légère différence pour le petit dernier, pour LAC-A. OK. Donc, vous notez bien nos gènes. Donc, LAC1, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, bien qu'on a une petite différence pour le petit dernier en longueur. On essaiera d'aller voir le début et la fin. Là, c'est pas facile à voir.
J'essaierai de creuser un petit peu plus. « 550, 823. » OK. Donc, pendant que vous allez faire la suite. Donc là, on a repéré nos 4 CDS. Ouais. À part le petit dernier qui a une petite longueur légèrement différente. Donc, on a lac 1, puis après, on a lac Z, lac Y et lac A. Vous pouvez noter aussi hein, le nom peut-être. Là, il vous dit quand même, c'est important que vous le notiez, ça peut vous aider pour la suite, hein, pour faire votre recherche. Là, il vous dit que lac 1, ça correspond à un répresseur de la transcription de l'opéron lac. Hein, ne passez pas à côté. OK. Lac Z, son petit nom, c'est la bêta-galactosidase. Ouais, vous notez ça. Lac Y, c'est la lactose perméase. Et lac A, c'est la galactoside O-acétyltransférase. Est-ce qu'on est d'accord? À quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez déjà dû voir, hein, logiquement. Ça correspond à quoi? Déjà, on avait déjà un peu une petite idée quand même la dernière fois, hein, puisque on avait dit qu'on avait bien trouvé des régions promotrices et un RBS pour celui-là, également pour celui-là. On n'avait pas de région promotrice pour là, et donc on avait vu les deux cas de figure. Oui, OK pour l'opéron lactose, hein, effectivement, c'est bien ce qui correspond à l'opéron lactose. Donc on a les 3 gènes ici de l'opéron lactose, et si vous reprenez la diapo hein, qu'on avait vue ensemble la dernière fois quand on avait fait la présentation, hein, effectivement, lorsqu'on a un opéron, on a une région promotrice, ça veut dire que l'ARN polymérase va synthétiser un seul ARN messager qui va, lui, être après traduit ici dans 3 protéines. On a 3 CDS, on aura 3 protéines, et effectivement, devant chaque CDS, on a bien une région qui permet au ribosome de se fixer pour assurer la traduction en acide aminé. Donc ça, c'est l'opéron lactose. OK, tout le monde l'a retrouvé, effectivement. Hein, si vous regardez un petit peu le nom des gènes et le petit nom du premier, hein, répresseur de la transcription de l'opéron lactose, c'était un peu quand même noté. Alors, maintenant qu'on a repéré que c'est l'opéron lactose, donc on vous demande là, c'est plutôt d'une partie, on va dire, maintenant qu'on a localisé ce que c'est, enfin qu'on a déterminé ce que c'était, on essaye de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Et donc normalement, ça fait quand même appel à une partie de cours que vous avez déjà eu. Hein, donc normalement, pour tous les biologistes, ça ne devrait pas poser de problème. Mon collègue avec les informaticiens a certainement un peu plus de travail que nous, on en a, hein, parce que bon, effectivement, logiquement, vous savez comment ça fonctionne. Alors, on vous demande d'aller vous documenter pour comprendre un petit peu quel est le contrôle négatif de l'expression de cet opéron. Donc, on vous propose d'aller rechercher des informations hein, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, elle vous propose d'aller utiliser la base de données Wikipédia, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez hein, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Donc, je vous laisse chercher ça un petit peu, hein, d'essayer de trouver comment fonctionne l'opéron lactose, comment ce gène laquin
qui est là, hein, qui est souvent en amont, hein. Il y a souvent un répresseur en amont d'un opéron, hein, qui vous permet de faire une régulation et puis on verra un petit peu après, que c'est pas si simple que ça, non plus, hein. Donc essayez de vous documenter un petit peu, soit, ben, si vous avez un cours, sous la main, hein, soit sur, internet, dans un bouquin, je sais pas, hein. Essayez de retrouver des infos et puis après, si quelqu'un peut, soit, oralement nous expliquer, un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai récupéré deux trois schémas et également que je trouvais, qui étaient, intéressants à regarder et qui me paraissaient parlants pour moi. Après, effectivement, je vous laisse chercher ça. Une fois qu'on aura un peu compris comment ça fonctionne, on recherchera d'autres sites, hein, une fois qu'on aura un peu compris et puis bon, le petit exercice, complémentaire, on peut éventuellement le faire si on a envie, de le faire ou moi je peux éventuellement, si on a un peu de temps, qu'on voit ça ensemble. Par contre, je suis pas sûre qu'elle nous ait donné séquence Q7.txt, mais on peut les rechercher, hein. De toute façon, on a les motifs, on les a, dans le TD. OK, allez, cherchez ça. Moi, je vais essayer de voir revoir cette histoire de légère différence pour, pendant que vous cherchez. Donc ça serait bien que soit que les gens vous mettez des infos, hein, dans le chat, soit si quelqu'un veut prendre la parole, hein, ou alors on peut partager un écran. Si quelqu'un trouve quelque chose de sympa sur Internet, hein, je peux vous partager, vous mettre co-présentateur et puis vous nous montrez un schéma ou je sais pas, des infos. Hein, on fait comme ça. Moi, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin pour comprendre cette histoire de lac A. C'est celui-là. Un stylo qui marche.
On a bien la fin. Oui, la séquence, c'est pas. Et par rapport à la nôtre, la séquence au début hein, de la K n'est pas la même. Il y a une variation. Ça doit pas être la même souche. Hein, il y a plein de souches de bactéries différentes. On n'a pas exactement la même séquence. J'essaie de me repérer par rapport à votre séquence à vous. C'est pas évident. Hein. Quand on a un alphabet à 4 lettres, effectivement, pour s'y retrouver, oui, il y a une légère différence, effectivement. C'est pas tout à fait exactement la même chose. Après, je repars de ORF Finder. Alors, est-ce que quelqu'un a... alors, on nous fait des propositions. Alors, LAC1 inhibe la production de bêta-galactosidase s'il n'y a pas de lactose dans le milieu. OK. Est-ce que quelqu'un a trouvé un schéma? Quelqu'un veut partager son écran si vous avez trouvé un petit schéma pour éventuellement comment ça se passe sur ce répresseur? Où il se fixe? Qu'est-ce qui se passe quand il y a du lactose? Et effectivement, c'est vrai. Alors, il inhibe pas que la production de bêta-galactosidase, hein, il inhibe les trois. Hein. Il n'y aura pas de synthèse, ou alors il y en a une vraiment ni aucun des trois. Hein, on est bien d'accord. Est-ce que quelqu'un a trouvé un schéma qui voudrait nous faire partager le schéma? Non, personne? Moi, je vais vous montrer hein, ce que j'ai trouvé comme schéma. Si je le retrouve, il doit être là. Donc ça, c'est nos trains. J'aurais dû mettre ici que c'était le répresseur. Donc si ça inhibe, hein, ça va inhiber à la fois la bêta-galactosidase, la lactose perméase et le galactoside O-acétyltransférase. Hein, on est bien d'accord, il n'y aura pas de d'ARN. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'était le petit schéma que j'avais trouvé. Alors, il y en a d'autres. Hein. On reparlera des autres, de ces choses-là plus tard. Donc là, effectivement, le répresseur sous la forme de tétramère va se fixer sur une région qui est en amont, hein, qu'on appelle l'opérateur. Ouais. Et il va empêcher la synthèse de l'ARN messager. Donc ça, c'est effectivement quand il n'y a pas de lactose dans le milieu. Si par contre, il y a du lactose, hein,
c'est l'allolactose, hein, il y a une petite transformation, hein, du lactose en allolactose, qui va du coup se fixer sur le répresseur, et du coup le répresseur ne va plus se fixer sur l'opérateur, et du coup l'ARN polymérase va pouvoir synthétiser votre ARN messager. D'accord? Alors, est-ce que c'est si simple que ça? Ou est-ce que c'est légèrement plus complexe? Est-ce qu'il y a que le lactose qui est important, ou la présence de lactose, ou il y a aussi la présence du glucose? Ouais, le glucose aussi. Qui a une idée? Alors, la bactérie, elle va utiliser préférentiellement le glucose. S'il y en a, elle privilégie le glucose. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a du glucose, il faut que mes 3 enzymes-là, la synthèse de mes 3 protéines soit limitée, puisque préférentiellement, elle va utiliser le glucose. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une synthèse de base, hein, s'il y a du glucose. Alors, le répresseur, lui, il est toujours synthétisé, ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Simplement, s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que ce système-là, et ben, en présence de glucose et de lactose, et ben, effectivement, on aurait effectivement la synthèse de tout ça, et on dégraderait également le lactose. Préférentiellement, la bactérie, elle va utiliser le glucose d'abord. Tant qu'il y a du glucose, c'est le glucose qu'elle utilise, et elle ne synthétisera ces protéines-là que lorsqu'il n'y aura plus de glucose. Donc, il y a quelque chose d'autre. Alors, on est d'accord, hein, il ne sera pas bloqué là sur l'opérateur, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose de supplémentaire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Que vous êtes bien d'accord que s'il y a du glucose et du lactose dans le milieu, si on n'utilise que l'Aquin, juste le répresseur, il est sous cette forme-là. Ça veut dire que l'ARN polymérase peut synthétiser, peut faire la transcription, et puis on peut avoir la traduction avec mes 3 protéines. D'accord? Mais du coup, comment la bactérie privilégie le glucose? Ça vous rappelle quelque chose? Alors en fait, ça dépend de l'AMP cyclique. Si effectivement vous avez du glucose, l'AMP cyclique est en très faible quantité. Par contre, lorsque vous en avez plus, vous avez donc, alors je sais pas, je vais trouver un autre petit schéma. Voilà, celui-là, hein, qui est issu du même site, hein. Donc du coup, lorsque vous avez du glucose et du lactose, ouais, donc l'AMP cyclique est en quantité faible, on a une légère transcription, hein, quand même de ces gènes, mais en faible quantité. Si par contre, vous commencez à perdre, on va prendre plutôt ce schéma-là, que le glucose commence à disparaître, à décroître dans le milieu, donc du coup, il y a un besoin d'utiliser un autre sucre, et du coup, l'AMP cyclique s'élève, hein, la quantité d'AMP cyclique devient plus élevée, et elle va se fixer sur une autre protéine, hein, qui est synthétisée ailleurs, hein, dans le génome. Elle va se complexer à cette protéine qu'on appelle la protéine CAP, et elle vient se fixer au niveau de la région promotrice, et elle va en fait activer l'ARN polymérase. Donc là, elle va lui donner un coup de boost, hein. Pouf, allez, il faut y aller à fond la caisse pour me synthétiser mes 3 protéines pour dégrader le lactose.
Donc, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas que l'AC1, d'accord, qui intervient. Parce que dans ces cas-là, effectivement, s'il y avait une synthèse des 3 protéines en très grande quantité, la bactérie, elle consommerait le glucose, mais aussi le lactose. Non, elle va d'abord consommer le glucose. Une fois que effectivement le glucose devient de plus en plus rare, et ben, effectivement, la quantité d'AMP cyclique augmente, d'accord? C'est un appel, hein, et effectivement, complexée à cette protéine qui est CAP, elle vient se fixer au niveau de la région promotrice. Donc c'est pour ça qu'Hélène vous dit d'aller rechercher 2 régions, sur votre TD avec le même outil que la dernière fois, hein. Ces 2-là. Donc ça, c'est la région de l'opérateur, d'accord? Donc là où effectivement le répresseur va se fixer et empêcher l'ARN polymérase de faire son travail. Et puis le site de fixation de CAP, hein, qui est ici. Alors, les valeurs, si vous voulez les noter, parce que c'est vrai que je suis toujours... Non, on a jusqu'à quelle heure pour... Ah non, on a jusqu'à 9h30. Je me stresse pour rien. Je vous stresse, hein, je suis désolée. Je voyais l'heure et je me disais, on a bientôt fini. Mais non, non, non. On a encore largement le temps. Désolée. Donc, je vous laisse tranquillement utiliser les patterns. Je vous ai un peu brusqué, mais c'est vrai que je me suis encore trompée dans les heures. Déjà, c'était déjà compliqué 1h30, mais alors 1h20, ça me met encore plus... Donc, vous avez largement le temps. Donc, je vous remettrai... Merci, oui, c'est bien 9h20, mais bon... La prof, elle est à côté de la plaque. Donc, effectivement, je vous laisse tranquillement et on reviendra tranquillement sur le petit schéma. Je peux vous le laisser là. Donc, pour que vous compreniez bien du coup comment ça fonctionne, je vous laisse rechercher avec le même logiciel que la dernière fois, donc DNA Pattern. Donc vous vous souvenez, hein, c'est simplement un petit logiciel qui vous cherche un motif dans une chaîne de caractères. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, peu importe, hein, c'est vraiment purement informatique et c'est ce qu'on vous demande de faire éventuellement sur la séquence, hein. On pourra faire on aura le temps, hein. Donc vous me redemanderez, soit on on accentue hein, sur le schéma qui est là, soit on se lance un peu dans le petit ensemble, hein, sur la partie petite partie programmation, d'accord? Et puis n'oubliez pas quand même, hein, vous avez quand même aussi à compléter, hein, votre petite séquence à annoter, hein, donc ça, hop, je l'ai perdue, elle est là, hein. Vous avez ça aussi, hein, à annoter. Donc moi, effectivement, j'ai rajouté ici, hein, sur mon annotation, vos régions là, hein. Donc la région CAP et la région de l'opérateur. Ouais. Donc vous avez aussi effectivement tout le travail, hein, donc soit sur cette séquence, soit sur la séquence d'Hélène, hein, comme vous voulez. Celle-là, je vous l'ai mise, elle est au niveau du TD1, hein, que je l'ai rajouté l'autre jour, mais j'ai pas pensé à vous le rajouter. Donc je vous laisse rechercher ça. Je coupe le son 5 minutes.
Alors, vous avez à rechercher vos sites. Alors, vous vous souvenez, c'est ce petit site. Alors, la petite séquence de l'opérateur, c'est celle-là. N'oubliez pas la syntaxe hein, qui est un peu lourde. OK. Moi, j'aime bien remettre la séquence. Sinon, après, quand on a le petit tableau, on n'a plus ce qu'on recherche. OK, donc ça, c'est l'opérateur. Est-ce qu'on on peut rechercher les... Bon, on peut rechercher les deux d'un coup. Hein. OK, c'est pas gênant. Je modifie légèrement. Là. Parce que je trouve toujours que c'est... OK, et alors notre séquence... au format brut ou au format FASTA. Donc, OK, une autre séquence au format FASTA. OK. Ah, pourquoi il nous a donné que le premier? C'est curieux, ça. Bon, pourtant, c'est bizarre, on l'avait fait pourtant. On l'a déjà fait. Ah, c'est peut-être parce que j'ai un blanc, un espace ici. Ah non, c'est une virgule qu'il faut à la fin, je crois. Ça doit être ça. Voilà. Donc là, par contre, je ne peux pas agrandir cet écran. On va juste le prendre un peu comme ça. Je l'ai mis. Je l'ai mis quelque part, les régions. Ah, voilà. OK. Donc, il vous trouve un opérateur en 1507 et le site cap en 1432. Est-ce que ça colle par rapport à vos prédictions précédentes? D'après le petit schéma qu'on a vu un petit peu plus haut, ici, l'opérateur est avant le lac Z et avant les régions promotrices et le cap est à cet endroit-là. Donc, si je les ai notés, moi, comme je suis désolée, j'ai pris un peu plus d'avance que vous. On les a là. Donc, vous avez... Donc, ça, c'est lac 1. Je suis désolée, par contre, je ne les ai pas notés. Donc, ça, c'est lac Z. Alors, je vous ai mis
en bleu, le site de fixation des ribosomes, la boîte moins 35 en jaune, la boîte moins 10 en violet. Votre opérateur, eh bien, après les régions promotrices et avant la TG, d'accord, et la région de fixation de cap avec la MP cyclique, eh bien, en amont des régions promotrices. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, on a bien ça. Donc, l'Aquin, c'est ici, la partie grise. L'axe Z, c'est l'autre partie grise qui commence ici. On a bien, on ne le voit pas ici, hein, bien sûr, hein, mais bon, là, de toute façon, on voit quand même le plus 1 de la transcription qui est ici. Donc, vous avez votre opérateur qui est là. Le plus 1 de la transcription, ben, on pourrait le mettre, hein, de toute façon, puisque le plus 1 de la transcription, c'est 10 paires de bases en amont de votre boîte moins 10. Et notre région de fixation de cap avec la MP cyclique, eh bien, en amont, en vert ici, de ma région, de mes 2 régions promotrices. Donc, c'est la virgule, hein, Léa, pour... Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, vous pouvez prendre du temps pour annoter votre séquence. On peut éventuellement revenir sur le schéma pour mieux comprendre. On peut faire le petit exo en Python. C'est pas bien méchant. Sinon, le code couleur. Le code couleur. Est-ce que ça va tenir? Je vais peut-être le réduire un tout petit peu. Est-ce qu'on le voit là-haut? Ouais, on le voit là-haut. Ah non, on ne voit pas. Je diminue un peu la taille. Voilà. Donc, le site cap en vert ici. La boîte moins 35, la boîte moins 10 en violette. Ici, mon opérateur en italique et en violet, en police violette. Mon site de fixation des ribosomes en bleu. Et puis le début de l'axe Z, hein, avec mon ATG, hein, j'ai mis en rouge l'ATG et le codon stop. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si Hélène nous avait pas donné les infos sur la partie de la séquence, hein, si on avait juste su que c'était les 5,6 millions de paires de bases d'Escherichia coli, aller regarder et éplucher les 5,6 millions, ça aurait été quand même un peu long. Donc, nous, elle nous a facilité le travail. Elle nous a dit, tiens, allez regarder les fameux 7000 paires de bases là, qui correspondent à peu près avec votre région. Qu'est-ce qui aurait pu être super intéressant à faire? Moi, je sais que j'en ai parlé un petit peu quand j'ai eu les étudiants en groupe, mais je ne suis pas sûre que je vous ai eu... Si, j'en ai eu une partie de vous, je crois. Qu'est-ce qu'on avait vu qu'il y avait comme possibilité sur RefFinder, hein? Ça, je suis sûre, j'en ai parlé aux étudiants, mais bon, effectivement, on n'a pas testé, hein. C'est peut-être plus intéressant d'aller regarder cette option-là que
de faire le petit programme informatique ou de passer un peu plus de temps pour comprendre la régulation de l'opéron lactose. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, hein. Loin de là. Mais moi, j'aimerais bien vous montrer qu'on revienne sur ORF Finder. Hein. Alors, du coup, j'ai dû perdre ma séquence. Vous me dites si vous voulez voir mon graphique, je vais jouer ailleurs avec ma séquence. On va augmenter la taille en nucléotides. Est-ce que 3... On avait dit que c'était le code 11. Je voulais juste vérifier. Vérifier la taille. C'est juste pour éviter que... Ouais, ils sont tous supérieurs à 300 paires de bases. C'est juste pour éviter d'en avoir plein. J'ai changé juste la taille. Hein. Ah, on a 600. Bon, on va laisser 3. On va mettre 600. Il fait 621. OK. Alors, vous vous souvenez quand on a utilisé ORF Finder pour rechercher les régions codantes. Là, j'ai juste changé pour qu'on ait moins d'ORF présentés. Alors, OK. Donc, on avait obtenu ces résultats-là sur ORF Finder. On en avait plus, parce que là, j'ai simplement limité et que je voulais uniquement, il y a toujours la possibilité de limiter la taille des régions qui nous présentent. Moi, j'ai limité à 600 puisque notre petite dernière était un peu plus grande que 600. Et j'avais dit avec ceux qui étaient avec moi que donc ça, c'est la partie visuelle. Ça, c'était le tableau avec les mêmes infos plus détaillées, mais par ordre décroissant de taille de région. Et puis, j'avais dit que sur le côté ici, vous avez la traduction. C'est-à-dire que ça, pour l'instant, c'est ORF 3. Alors, par contre, oui, je suis désolée, il change de nom, parce que j'ai imité, donc ça s'appelle peut-être plus pareil. Donc, ça risque de vous perturber, peut-être, finalement. Donc, on ne va pas mettre de limite. Sinon, effectivement, on ne va plus avoir le même nom des ORF. Ah bah alors là, c'est la meilleure de l'année. On n'a même plus encore. On n'a plus encore la même chose. Ah, c'est 75, pardon. Je ne me souvenais plus la valeur par défaut. Je leur relance pour qu'on ait toujours les mêmes noms de labels. Donc, on retrouve bien nos petits 19, 20, 2 et 17. Sinon, donc, celle qui est en surbrillance, ici, vous avez la traduction de la région codante. Ici, c'est uniquement la traduction de celle-là. Si je prends ORF 20, j'ai la traduction en acide aminé de ORF 20 et ainsi de suite. Donc, pour ceux à qui je l'avais dit, on peut utiliser et faire directement, puisqu'on est sur le site du NCBI, on a accès directement à faire du blast. Alors là, bien sûr, ce qui va blaster, c'est pas votre séquence en nucléotides. Ce qui va faire comme type de blast, c'est un blast P, c'est-à-dire qu'il va prendre la traduction et il va aller interroger la banque de données Uniprot Swissprot. Bon, on a la possibilité de changer, mais bon, on va laisser Swissprot. Donc, le petit premier, c'était ORF2. Je peux très bien lancer un blast.
Et on va se retrouver à avoir les informations. Il faut quand même le lancer. Mais il nous fait une direction vers la page. J'espère que ça va pas être trop long à avoir les résultats. Vous pouvez me poser des questions hein, pendant que ou me demander des choses pendant que il tourne un petit peu. Moi, c'était parce que je trouvais que c'était peut-être ça permettait de compléter un petit peu, de revenir un petit peu sur le Blast éventuellement, plutôt que de faire le petit programme en Python. Mais après, c'est comme vous voulez. Exprimez-vous. Si vous voulez qu'on revienne sur le dessin, le schéma, sur la régulation de l'opéron, si vous voulez qu'on fasse ce petit programme sous Replit. Ça met du temps, hein. Pas très rapide. Bon, au moins, vous savez, même si on n'a pas tout à fait le temps de regarder, j'espère quand même qu'on aura le temps d'ici 9h20 qui nous donne les résultats. Mais bon, effectivement, c'est une possibilité hein, sur ORF Finder de pouvoir directement interroger et de faire un blast pour qu'il aille essayer de vous retrouver à quoi correspond. C'est ce qu'on fait classiquement, hein, parce que là, effectivement, on vous a super aidé, on vous a dit, allez regarder les 7000 paires de bases, parmi les 5,5 millions de paires de bases d'Escherichia coli, allez regarder spécifiquement cette région pour aller voir vos... Hein, pour essayer de repérer à quoi correspondent vos séquences. Hein. Mais classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que ORefFinder nous propose des régions codantes, que bien sûr, on a aussi quand même regardé s'il y avait des régions promotrices, ce genre de choses, et ben on fait un blast hein, directement, s'il veut bien, hein, parce que là, il n'a pas l'air de vouloir. Hein. Pourtant, c'est pas trop compliqué, logiquement. Mais effectivement, il a l'air d'avoir des petits soucis. Oh, j'ai oublié. On va le relancer en lui demandant que Escherichia coli, éventuellement s'il est plus rapide. Ah, j'ai une réunion, tiens. Alors, est-ce qu'il nous a donné des résultats? Non, toujours pas. C'est assez étonnant quand même. Hein. Bon, je voulais vous faire une petite démo, mais effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais pourtant les Américains ne sont pas réveillés à cette heure-là. Hein. Peut-être que le site est en maintenance un peu. Normalement, ça ne devrait pas mettre aussi longtemps. Donc, je reviens sur ma page d'ORF Finder. Hein. Donc, effectivement, vous choisissez les ORF qui vous intéressent. D'accord. Il traduit en acide aminé et vous pouvez, alors peut-être que si on fait un Smart Blast, bon, normalement, il n'y a pas de... Mais non, il ne veut toujours pas nous donner les résultats. Hein. C'est plus classiquement ce qu'on fait, hein, bien sûr, que d'aller éplucher vos 5,6 millions. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois l'heure qui, maintenant, s'avance vers l'heure fatidique. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur la notation c'est bon pour vous?
J'ai vérifié, hein, je suis allée voir, hein, la petite différence de longueur, hein, de nos séquences, du dernier gène, hein. Effectivement, il y a une légère différence. Je suis allée voir la séquence, c'est pas exactement la même séquence, donc c'est un peu normal qu'on n'ait pas non plus exactement, la même chose. Le site cap qu'on a localisé, l'opérateur, hein, et puis votre annotation avec 2 fois les régions promotrices, pour les 2 premières CDS, et puis après effectivement, on n'a plus que uniquement, vos sites RBS devant les 2 dernières régions codantes. OK? Alors est-ce qu'il nous a donné des résultats? Ah! Non, je suis pas sûre. Ah si! Ah oui, le premier n'a pas donné. Donc en mettant Escherichia coli, il nous a quand même donné des résultats. Et qu'est-ce que effectivement, on voit, hein? Donc les résultats sont fiables, toujours pareil, hein. Le premier, de toute façon, c'est une value de 0, 99% de couverture, pourcentage d'identité 98,61%. Si on regarde toutes ces protéines qu'il a trouvées dans la banque qui ressemblent à la nôtre, et vous voyez que c'est à chaque fois ici le lactose opéron répresseur, et puis après on a d'autres répresseurs, hein. Il n'y a pas que le lactose, hein. Il y a d'autres répresseurs pour d'autres opérons, hein. Opéron répresseur, les répresseurs. Donc vous devez avoir des séquences qui sont relativement similaires, hein. Là, on a mis effectivement que Escherichia coli, donc effectivement, on a la séquence. Il doit y avoir quelques petites modifications, et par rapport à, va pas être la même souche, hein, de bactéries, on a quelques petites erreurs. D'accord? Est-ce que, pendant qu'on y est, est-ce que vous aviez des questions sur le blast? Pas de questions? Puisqu'on a refait un petit blast ici. Est-ce que quelqu'un a des questions? Vous êtes tous en train d'annoter votre séquence? Vous êtes perdus dans les calculs de chiffres? Non, ça va? Donc n'hésitez pas, hein, puisque là on a rouvert un blast si vous avez besoin. Donc, au niveau des TD, on a fini tous les TD. Vous avez le TD banque que je vous ai laissé libre de faire quand vous aviez le temps. Je vous ai demandé quand même de le faire avant le 18 avril, mais bon, là, c'est pas bien grave, hein, puis on l'a fait ensemble, de changer la région, de regarder le graphique. La semaine prochaine, lundi, Pierre vous présentera sur le temps du cours un exemple de programme, on appelle programme mystère, hein, qu'on donne par exemple en examen, hein, pour que vous ayez un peu une idée. Moi, je vais préparer le QCM, donc ça sera un QCM et pas un QCU, le deuxième CC, qui aura lieu après les vacances. Pareil, j'essaierai de vous faire quelques petites questions. C'est vrai que comme on a quand même beaucoup moins avancé que d'habitude sur la partie programmation, c'est vrai que je vais peut-être éviter de vous mettre 46 boucles imbriquées les unes dans les autres, parce que sinon vous allez avoir un petit peu plus de mal. Donc je vais revoir un peu les sujets des questions. Donc c'est un QCM avec 1 à 4-5 bonnes réponses, on ne sait jamais, avec effectivement des points négatifs, mais par contre, on ne peut pas aller en dessous de 0. Hein, donc, si imaginons que vous avez 5 réponses, qu'il y en a 2 bonnes et 3 mauvaises, chaque bonne réponse vaut 0,5, une mauvaise réponse vaut moins un tiers. Donc, si vous avez mis les 2 bonnes réponses et vous en avez coché une qui n'est pas bonne, et ben, ça vous fera 1 moins 0,33, ça vous fera 0,66 points sur la question. Mais si jamais vous n'avez coché qu'une bonne et 2 mauvaises,
vous n'allez pas avoir moins 0,16, mais vous aurez juste 0. D'accord? J'essaierai de vous mettre quelques petits exemples, hein, de questions, une ou deux questions Python, une ou deux questions bio. Voilà. Sinon, le 19, donc la semaine d'après, je peux répondre à vos questions sur la partie, pareil, créneau de cours, sur le TD Bank, hein, ou d'autres questions éventuellement, si je peux vous répondre. Non, normalement, on n'a plus de visio pour les TD de 423. Donc, sur le créneau de cours, oui, effectivement. Alors après, si jamais, hein, vraiment, il y avait un besoin énorme, par exemple, suite au cours de Pierre, hein, que effectivement, vous dites, oui, vraiment, on aurait vraiment besoin d'avoir plus d'infos, hein, là-dessus, on pourrait éventuellement rajouter un TD éventuellement. Et sinon, au niveau TP, ben, il y a 2 TP qui restent. Un TP où on va un petit peu amorcer un peu plus vers le dot plot, et puis le dernier TP que l'on fera, où on va vraiment construire ensemble. Alors, on va le construire ensemble, hein. On a quand même 3 boucles while imbriquées les unes dans les autres à faire. Donc déjà, la semaine prochaine, on va, ou vous, la semaine d'après, on va faire quand même déjà 2 boucles while imbriquées les unes dans les autres. Pour faire le dot plot, il en faudra 3. Et la semaine, le prochain TP, on va voir aussi comment on peut dessiner, hein, puisque quand même, on a besoin quand même de faire des dessins, hein, pour notre dot plot. Donc effectivement, on reverra. Il restera encore, mais toutes ces infos, je vous les ai données. Puis quand je vous ai envoyé la nouvelle version du planning, et je vous ai dit que effectivement, des petites infos, hein, les petites rubriques qui étaient importantes. Il y a encore un cours de Pierre aussi qui arrive je crois, le 10 mai. Hein. Un dernier cours pour lui. Et l'examen, bah, pour l'instant, il est maintenu en présentiel le 20 mai. On espère qu'effectivement, il aura bien lieu en présentiel. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, si vous avez remontré la notation, pas de souci. Sur quelle partie? Ouais, bonne journée à vous aussi. OK.